Vous avez probablement déjà vu les photos hallucinantes de Thierry Legault, de Cyril Cavador ou d'autres astronomes amateurs et vous vous demandez comment photographier l'ISS. Certes, nous ne sommes pas tous équipés de leurs télescopes autoguidés, mais nous pouvons déjà essayer avec un APN en suivi manuel et obtenir d'excellents résultats. Cette série de vidéos est donc faite pour vous car nous allons donc voir comment identifier un passage intéressant et préparer le télescope, comment régler le télescope, l'appareil photo, pour faire la meilleure prise de vue, comment traiter nos images et en tirer le maximum, et quelles sont les pistes à explorer pour faire encore mieux. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. La Station Spatiale Internationale est cet immense vaisseau de 450 tonnes qui vole au-dessus de nos têtes à plus de 28 000 km/h. Grande et petite à la fois, parce qu'elle vole à une altitude de 420 km, elle passe trop vite pour pouvoir en apprécier correctement les détails au télescope. Elle apparaît petite, très petite, et vole vite, très vite. Une seule solution, la photographier. Elle constitue un beau challenge pour tous les astrophotographes. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue les préparatifs et les astuces indispensables pour en faire la meilleure photo possible. Planifier la session. Pour pouvoir photographier l'ISS, encore faut-il savoir qu'elle peut être photographiée. Vous avez deux possibilités. La première, c'est d'aller sur le site calsky.com, dans lequel vous allez pouvoir rentrer votre localisation géographique et programmer des alertes que vous allez recevoir par email. Par exemple, moi j'ai programmé 3 alertes et vous recevez un mail qui ressemble à ça, qui vous dit par exemple, voilà, le 8 octobre, elle passera à proximité du Soleil. Ça c'est la première possibilité, effectivement, c'est d'avoir des alertes. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le site Heavens Above, qui lui permet de visualiser le passage vis-à-vis des étoiles. Donc vous pouvez saisir votre localisation géographique ici, vous avez un moteur de recherche qui s'appuie sur Google, donc vous pouvez rechercher directement votre résidence et vous pouvez ensuite cliquer sur Station Spatiale Internationale et voir les passages à voir. Donc on va s'intéresser la semaine dernière. Donc la semaine dernière on avait 2 passages intéressants, le 28 et le 29. Donc en fait pour chacun des passages vous avez une carte de la voûte céleste avec à droite l'ouest, à gauche l'est, puisqu'elle est inversée. Le nord est en haut et le sud est en bas. Et vous pouvez voir un tableau récapitulatif avec en particulier la hauteur maximale de l'ISS, ici 50 degrés. Donc vous pouvez voir que la station spatiale passe d'ouest en est et qu'elle est à 50 degrés, voilà, à peu près à ce niveau-là. Ce que vous pouvez voir à droite de l'écran, c'est ce que je voyais à travers l'appareil photo. Alors bien évidemment c'est un crop capteur, hein, et vous pouvez voir effectivement la position que j'avais pendant la capture de l'ISS sur ce vol-là. Donc à 50 degrés de hauteur, il est encore possible, sans trop de difficultés avec un Dobson, de pouvoir la suivre en continu pendant toute la durée du vol. Pour bien se rendre compte un petit peu quand même de la chose, vous avez la trajectoire au sol qui peut vous être indiquée. Donc là on peut voir que l'ISS est arrivé à peu près aux alentours des Charentes-Maritimes avec l'île Le Léron. Elle est passée ensuite au-dessus du Morvan pour aller à peu près au-dessus de l'Alsace, et vous pouvez voir que par rapport à chez moi il y a quand même une distance assez importante. Donc on le retrouve en fait dans le tableau, c'est-à-dire que la distance minimale au moment où il était vraiment au point le plus haut, c'était 527 km. Si on s'intéresse maintenant au passage du lendemain,
Là, vous pouvez voir qu'elle est passée nettement plus haut, légèrement côté nord. Donc, la difficulté avec ça, c'est que vous aviez un passage à 84 degrés de hauteur. Par contre, elle est à 416 km de distance, ce qui fait que les détails sont nettement meilleurs. Le problème avec ça, c'est que quand elle va être tout en haut, si vous avez un télescope comme Thierry Legault par exemple, qui est monté sur une monture équatoriale avec des motorisations, etc., vous allez pouvoir la suivre en continu. En revanche, si vous la suivez avec un Dobson, puisque c'est une monture alt-azimutale, vous allez devoir vous retourner pendant la capture, et là c'est un petit peu plus difficile. Donc sur ce type de passage, on va plus s'intéresser à essayer d'avoir quelques-uns, une série, une rafale de photos avec une très haute définition, alors que si on revient au passage de jeudi dernier, là on est plutôt vraiment sur une vue plutôt tridimensionnelle de l'ISS, comme si on tournait autour, où elle va avoir un petit peu moins de définition, mais en revanche on va pouvoir en saisir peut-être un peu plus facilement les volumes. Vous aimez cette vidéo? Vous voulez en voir d'autres? Offrez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, réagissez dans l'espace commentaire et faites connaître la chaîne en partageant. Merci. La hauteur maximale de l'ISS. Nous l'avons dit, l'altitude de croisière de l'ISS est de l'ordre de 430 km. Voyons maintenant ce que devient la distance de l'observateur en fonction de la hauteur apparente de l'ISS et en conséquence sa taille apparente en pourcentage du maximum possible. Un simple calcul permet de voir qu'à 30 degrés de hauteur, l'ISS est 2 fois plus lointaine qu'au zénith, et donc apparaîtra 2 fois plus petite. Pour exagérer, on peut dire que votre T300 1500 deviendra alors un T150 750. En fait, on peut comprendre aisément que la taille apparente de l'ISS va vite diminuer dès qu'on se trouve en dessous de 60 degrés de hauteur. À 55 degrés de hauteur, on perd déjà 20%, et donc tout le bénéfice en termes de piqué d'un capteur de 18 mégapixels par rapport à un capteur de 12 mégapixels. D'autres facteurs liés à la hauteur maximale du passage impacteront nos images. L'angle de vue fera qu'elle ne sera plus de face, mais en latéral. Elle apparaîtra donc mécaniquement encore un peu plus petite, puisqu'elle est majoritairement plate du fait de la configuration de ses panneaux solaires. L'épaisseur de l'atmosphère étant également proportionnelle à la distance, elle va également nous faire perdre quelques précieux détails supplémentaires. N'oubliez pas que l'on parle ici de la hauteur maximale du passage, mais l'ISS sera forcément plus basse par rapport à la majorité du temps du passage, et donc le piqué maximal que l'on peut obtenir n'est ici qu'un maximum. Aussi, il me semble inutile de chercher à faire de l'ultra haute définition sur des passages inférieurs à 60 degrés de hauteur. Sauf à le faire à la caméra planétaire, mais ça ce sera pour un autre tutoriel. D'ici là, ne perdez donc pas votre temps et réservez votre énergie pour les passages qui en vaudront la peine. Choisir un télescope adapté. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la capture au vol et donc à l'appareil photo numérique. Nous aborderons la capture à la caméra dans une autre vidéo. Qui dit à l'APN dit que si l'on veut capturer l'ISS, il faudra clairement un minimum de pouvoir séparateur. Il est indispensable de sortir l'artillerie lourde, du diamètre et de la focale. Vous pouvez donc opter pour un Schmidt-Cassegrain ou un Maksutov de 200 à 350 mm comme le fait Thierry Legault. Ou un Dobson 400 comme moi. Notez qu'il est très important d'avoir un télescope avec des mouvements hyper doux afin d'éviter les mouvements brusques lors de la prise de vue. La fluidité des mouvements. Cela peut paraître anodin, mais les mouvements très doux vont avoir un impact bénéfique sur nos photos. Tout à coup, même minime, nous provoquera un petit flou filet supplémentaire qui aurait pu être évité. Essayez donc de comprendre comment réagira le télescope à vos sollicitations et voyez comment les limiter. Pour les utilisateurs de Dobson, l'utilisation par exemple d'une base annulaire pour télévision est une solution pouvant considérablement vous aider, en particulier pour les passages proches du zénith. Certains Dobson du marché, comme le Midlight Bridge, possèdent des roulements à aiguille qui fonctionnent vraiment très bien.
Voici pour vous convaincre de l'utilité de cette réflexion l'impact du stress ou du déstress des mouvements sur mon télescope, dont les tubes sont constitués de tiges de carbone cintrées et de très petits diamètres, donc très sensibles. Bien évidemment, je suis dans un cas extrême, mais il faut bien comprendre qu'à chaque fois que la structure du télescope va donc se déformer un petit peu, même faiblement, on va perdre temporairement la collimation.